Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, le face-à-face, c'est aussi une histoire d'un journaliste, une histoire de journaliste tout à fait passionnante. Bonjour Gilles Guettner. Bonjour André Berkov, vous allez bien? Très bien, et vous? J'espère que ça va. Je sais que vous passez par un moment pas simple, mais heureusement, on est très content de vous avoir. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt Pour qui roule Mediapart, la face cachée d'Edwy Plenel, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Et justement, alors évidemment, Mediapart, c'est une réussite journalistique, entrepreneuriale tout à fait remarquable, on peut le dire. Edwy Plenel, qui ne connaît pas Edwy Plenel, il est depuis 40 ans sur le devant de la scène médiatique. Et vous avez fait un livre, je dirais, d'enquête qui va très loin. Et d'abord, pourquoi, Gilles Guettner, vous êtes intéressé c'est de journaliste à journaliste ou autre chose? Écoutez, c'est autre chose. D'ailleurs, pourquoi pas? Depuis des années, des lustres, on critique Edwy Plenel, tantôt, effectivement, on le critique et tantôt on lui traite des louanges. Oui, donc j'ai voulu voir un peu, en faisant une espèce de recherche au scalpel, à travers ses écrits, à travers les écrits de Mediapart, les écrits du Monde, ce qu'il en était exactement. Ce livre n'a pas une vocation d'enquête, c'est une analyse critique, et qui, j'espère, est le plus honnête possible, avec évidemment les défauts et les erreurs qu'a commis Edwy Plenel. Oui, et non, mais justement, vous ne faites pas un procès à charge ou à décharge, vous montrez ce qui se passe. Alors, c'est peut-être pas une enquête, mais enfin, pour moi, c'est aussi une forme d'enquête, effectivement, de faire cela. Gilles Guettner, mais justement, c'est très intéressant parce que on parle du journalisme, et le journalisme, écoutez, tout ce que vous écoutez, vous, ici, à Sud Radio, ou ailleurs, ou à l'Express, où j'ai fait railler aussi, comme vous le savez, il y a longtemps de cela, et vous avez été 25 ans à travailler dans cet hebdomadaire. Est-ce que la frontière n'est-elle pas, et en lisant votre livre, moi ce qui m'a frappé, c'est quelle est la frontière entre un journalisme, je ne dirais pas objectif, parce que qu'est-ce que c'est l'objectivité, mais un journalisme idéologique, parce que ce qui est intéressant dans ce que vous racontez Mediapart et de l'itinéraire d'Edwy Plenel, c'est qu'à des moments, et il faut le dire, il bascule dans le militantisme, qui a été d'ailleurs son ADN de départ, c'est bien ça? Absolument. On voit qu'il est toujours bercé par des idées révolutionnaires et qui ont commencé lorsqu'il était à l'hebdomadaire Rouge, l'organe de la Ligue communiste révolutionnaire. Et c'est trotskiste. Oui. Bon, vous vous souvenez qu'en septembre 72, lorsqu'il y a eu ce drame épouvantable des terroristes palestiniens qui ont assassiné 11 athlètes israéliens à Munich, oui. Il a pris position, qu'il le veuille ou non, il a pris position pour les terroristes palestiniens. C'est l'époque d'ailleurs où la France découvre assez ébahi que le terrorisme va venir chez nous et qu'il existe aussi un terrorisme palestinien. Alors, beaucoup ne le reconnaissent pas, mais moi, c'est ce que je ressens, et ce que je ressens à la lecture de ce papier dans rouge, de septembre 72. Sous le pseudonyme de Joseph Krasny, je crois. Oui, c'est bien ça. On pense tout de suite à qui? À Joseph Staline, évidemment. Les petites moustaches, etc. Les moustaches de l'auteur, sa coupe de cheveux, bon, cela dit, c'est secondaire. Mais vous parliez de journalisme militant, ou, si vous voulez, le journalisme militant, je vais vous citer un exemple. Oui. Je prends l'affaire Bettencourt. L'affaire Bettencourt, bon, tout le monde la connaît, l'histoire d'une vieille dame, épouse d'un ministre du général de Gaulle qui suppose qu'elle a été escroquée par des hommes politiques, des artistes, etc. Donc sa fille, qui a le sentiment que c'est bien cela, va organiser des écoutes totalement illégales, puisque atteinte à la vie privée. Bon, elles vont être reprises par Mediapart, alors que d'autres journaux, Le Monde et le Nouvel Obs, les ont refusées. Eh bien, lorsque Bettencourt, je vous l'avais court, mais c'est important, oui. Lorsque Nicolas Sarkozy bénéficie d'un non-lieu dans l'histoire Bettencourt, que M. Eric Woerth bénéficie d'une relaxe, eh bien, le directeur éditorial de Mediapart estime que la justice s'est couchée.
Et je pense que c'est là la limite du journalisme. Dès l'instant où la vérité judiciaire, je ne dis pas que c'est essentiel, mais que voulez-vous faire lorsque la vérité judiciaire éclate et qu'elle va à l'encontre de vos papiers? Moi, quand j'étais à l'Express, j'arrête. Je suis peut-être triste, mais il faut savoir s'arrêter. Et il me paraît, moi, personnellement, anormal que le journaliste se transforme en juge du juge. C'est ce qui se passe. Alors, Edoui Plenel sera peut-être pas content, mais c'est la vérité. Bon, c'est comme ça. De même que dans l'affaire Cahuzac, qui est un scoop, qui est un très beau scoop, l'histoire de ces 600 000 euros qui a atterri sur un compte en Suisse. C'est du travail. Et ce scoop a lancé Mediapart, d'ailleurs. Ça a été une des enquêtes qui ont lancé Mediapart. Surtout, pardonnez-moi, c'est surtout l'affaire Bettencourt. Lorsqu'elle est sortie en 2010, exact. Elle arrive tout cuite dans l'escarcelle de Mediapart. À l'époque, le site est à 20 000 euros. Et ça a été évidemment une bouffée d'oxygène considérable, puisque à partir de là, de 2010, les ventes, les abonnés vont cesser de grossir. Alors, je ferai une petite remarque qui me fait sourire, c'est qu'on s'aperçoit, peut-être que je vais au-delà de vos questions, mais ce qui est assez cocasse, on s'aperçoit que les anciens trotskistes sont de remarquables chefs d'entreprise. Je pense à l'ancien patron du MEDEF, je pense aux fondateurs, aux deux fondateurs de la FNAC, Estelle et Terray, ouais. Et je pense à Louis Dalmas de Polignac, alors lui, descendant d'une grande famille noble qui remonte à 1830, qui lui, militant trotskiste, militant FTP, qui va créer une des plus belles agences de photos du monde, l'agence Delmas. Delmas, absolument. Alors, justement, Gilles Guettner, en lisant votre livre, ce qui est intéressant, il y a plusieurs phases dans la vie d'Edoui Plenel, avant Mediapart, et il y avait une vie avant Mediapart, une vie médiatique intense pour lui. Et qu'est-ce que ça a été? Qu'est-ce que vous retirez? D'ailleurs, vous citez le fameux livre de Péan et Cohen, La face cachée du monde. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous retenez de cette direction, de ce triumvirat qu'il y avait Plenel, Colombani et Minc à la direction du Monde, qui à l'époque était le journal de référence, il faut le dire? Oui, ce que j'en retire, si vous voulez, c'est qu'il a réussi finalement à prendre le pouvoir et est devenu très vite le patron du journal. Et il a procédé à une chose qui est très simple. Il a placé des hommes à lui et des femmes à l'intérieur du journal, et il a fait du journal Le Monde un journal qui ne ressemblait plus tellement à celui qu'avait fondé Hubert Beuve-Méry. C'était un journal, et naturellement, lui qui veut absolument faire du journalisme un journalisme de combat, il a commis des petites erreurs. Quand je dis des petites, c'est un euphémisme. Je pense à la terrible affaire Baudis, quand même. Alors, on va encore dire, on reparle toujours de cette affaire, mais là-dessus... oui. Allez-y, reparlez-en, oui. Il a laissé quand même deux journalistes du Monde, dont un de ses amis, ancien militant trotskiste, enquêter sur cette affaire, et ils se sont plantés. Ils nous avaient dit qu'il y avait des chambres de torture, que Baudis et des notables avaient été, sinon les témoins, pire que ça, les acteurs de ces choses, de ces actes, de ces choses épouvantables. Oui. Et finalement, tout était faux. Et ça a été terrible, puisque le fils Baudis, le fils de Dominique Baudis, donc le petit-fils de Pierre Baudis, a dit lui-même qu'il est devenu journaliste à cause d'Edoui Plenel, et il lui en veut beaucoup. Il l'a dit dans une interview à Vanity Fair, et ça, c'est incontestable. On peut aussi citer comme erreur l'affaire de Panama en 91, où il souhaite prendre l'air et suivre les traces de Christophe Colomb, et il se laisse avoir. Bon, quel journaliste n'a pas laissé avoir, mais il était sûr de lui, et il se laisse avoir dans ce scoop de Panama, où il révèle que le régime du dictateur trafiquant de drogue Noriega a financé le Parti socialiste.
ce qui est assez cocasse, il aurait pu... Je ne lui fais pas un procès, je ne blâme ni ne loue, comme dirait Talleyrand, mais s'il avait regardé un peu plus la lettre, on n'a jamais vu, et il le sait, en principe, on n'a jamais vu des commissions versées à un parti se faire de façon officielle. D'autant plus que l'histoire se passe de la cohabitation. Donc on ne voit pas comment le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Bernard Raymond et Jacques Chirac, Premier ministre, auraient laissé financer le Parti socialiste par M. Noriega. Ça paraît, oui, ça paraît pour le moins bizarre. Gilles Guettner, on se retrouve juste après cette petite pause pour continuer cette saga de journalisme militant, de journalisme idéologue, Edoui Plenel et puis Mediapart. À tout de suite. Et si vous voulez appeler, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec le journaliste Gilles Guettner qui vient de faire paraître Pour qui roule Mediapart, la face cachée d'Edoui Plenel chez Fayard. Gilles Guettner, la question que je voudrais vous poser, c'est effectivement celle de votre titre. Pour qui roule Mediapart? Parce que effectivement, on a parlé du Monde et comme vous dites, des erreurs que peut faire tout journaliste ou des bourdes. Mais en général, les journalistes, on reconnaît, on a tous fait des erreurs d'appréciation, quelquefois des erreurs de jugement ou d'autres, où on s'est trompé, on a suivi une mauvaise piste, et on le dit. Ce n'est pas plaie mortelle, hein. Donc, mais là, par exemple, Mediapart, vous avez parlé de l'affaire Bettencourt, on a parlé de l'affaire Cahuzac, qui ont fait énormément. Mediapart a ceci de particulier, vous le savez, dans un paysage journalistique, pas seulement la presse écrite, mais la radio et la télévision, tenue par 7 ou 8 personnes. Je parle des actionnaires, ça ne veut pas dire que la presse n'est pas libre, ça veut dire simplement qu'il y a une concentration que l'on connaît et qui n'était pas aussi forte peut-être il y a quelques décennies. Mediapart est totalement indépendant, ils ont fait une fondation, ils se sont mis dans les conditions économiques d'indépendance, mais justement la question c'est, il y a une orientation très nette, il y a un parti pris ou des partis pris très nets. Alors ce sont quelles orientations et quels partis pris? Je répète le titre de votre livre, Pour qui roule Mediapart? Bon, écoutez, c'est assez simple. Il est clair que Mediapart roule pour un journaliste de combat, un journalisme qui n'est pas forcément frappé du taux de l'objectivité. Je pense évidemment, vous l'avez sans doute sur le bout de la langue, l'affaire libyenne et le financement présumé de Nicolas Sarkozy. Là, on voit bien que Mediapart a quand même mené un combat contre l'ancien président de la République, puisque le site a consacré près de 200 articles à cette histoire, qui est une affaire effectivement importante, mais on ne sait pas quelle en sera l'issue. De même, Mediapart a consacré aussi une longue couverture à l'affaire Marine Le Pen. Bon, je ne dis pas que c'est au-delà du raisonnable, mais en tous les cas, pour l'affaire Sarkozy, beaucoup de gens trouvent qu'il y a eu un certain acharnement. Et je dois vous dire que moi, j'ai lu évidemment tous les papiers sur l'affaire Sarkozy, sur le financement présumé de Nicolas Sarkozy, et on n'y comprend plus grand-chose, on est un peu perdu. Parce que le point de départ, n'oubliez pas, c'est quand même le chef des services libyens qui révèle à la veille du second tour, via Mediapart, du second tour de l'élection de 2012, qui révèle que 50 millions d'euros auraient été fournis par le colonel Kadhafi pour financer Nicolas Sarkozy. Or, dans le dossier d'instruction, à moins que je ne me trompe, on est à peine à 400 millions. Il en manque donc 45. Bon, et effectivement, Nicolas Sarkozy a beau jeu de dire qu'on n'a pas retrouvé un seul euro sur ses comptes bancaires, que voilà. Mais c'est devenu un combat, si vous voulez. C'est là où je suis en désaccord avec Edoui Plenel, c'est que on ne peut pas, notre boulot, bon, sauf sur les journaux d'opinion, alors peut-être que Mediapart l'est, mais on ne peut pas comme ça faire du journaliste
un boxeur vis-à-vis d'un homme politique et transformer l'enquête en face-à-face permanent entre un élu, qu'il soit de gauche ou de droite. Dans le passé, un face-à-face terrible entre François Mitterrand et Louis Plenel. Bon, je reconnais qu'Edoui Plenel avait toutes les raisons d'être pas satisfait de l'ancien chef de l'État, puisque c'est lui qui l'avait mis sur écoute, et que pendant quelques années, il y a eu 685 écoutes d'Edoui Plenel qu'on affublait dans les écoutes du sobriquet de Bonnet. Évidemment, ça ne fait pas plaisir. Mais on voit qu'il y a vraiment eu un affrontement permanent entre le pouvoir, quel qu'il soit, et le journaliste, Edoui Plenel. Alors justement, ce pouvoir et ce journalisme, que répondez-vous, vous journalistes et ô combien, à ceux qui disent mais écoutez, il y a plusieurs sortes de journalisme. Nous sommes alors évidemment fidèles peut-être à son passé trotskiste ou révolutionnaire. Il dit moi je suis sincèrement les grands ou les puissants ou sont protégés déjà par la justice, ou en tout cas ils sont plus protégés que d'autres. Nous sommes, je schématise, je caricature peut-être, mais nous sommes la voix des sans-voix, ou voilà des gueux, pour employer une expression à la mode en ce moment. Nous combattons les puissants, et au nom de cela, nous pouvons nous permettre d'aller assez loin, et nous pouvons nous permettre l'acharnement que vous dénonciez, Gilles Guettner, un peu plus tôt. Est-ce que c'est toujours du journalisme pour vous, ou c'est peut-être, on peut le faire bien sûr, ou peut-être on doit le faire, mais c'est autre chose? Oui, c'est un peu autre chose. C'est quand même, certes, les enquêtes de Mediapart, il n'y a rien à dire. Mais enfin, on voit quand même, comme vous le disiez, et comme je le disais, il y a une espèce d'acharnement, et on entre quand même dans le journalisme d'opinion. D'ailleurs, il parle de journalisme d'investigation, puisque l'objectif numéro 1 de Mediapart, c'était de publier des scoops à tire-larigot. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup de procès en diffamation. Mais vous savez, les gens ont peur. Ils ont peur d'Edoui Plenel. Quand moi, j'ai fait quelques confidences à des amis en disant que je préparais un livre sur Mediapart, sur Edoui Plenel, ils me disent « Oh là là, qu'est-ce que tu prends des risques énormes, etc. » Quel risque énorme je prends? Rien. Il me dira que je suis un mauvais journaliste, peut-être. Et il ne le dira pas, d'ailleurs, parce que c'est quand même lui qui a publié des bouquins sur la corruption en France, époque où on avait de très bonnes relations. Donc, oui, c'est un journalisme. Moi, si vous voulez, je prends une expression. Lui, moi, j'enlève le tapis quand je fais une enquête. Lui, il enlève le tapis, la moquette et le parquet. Voilà. Et ils ont du mal à accepter qu'on critique leurs enquêtes. Moi, je me souviens qu'un ou deux journalistes de Mediapart, quand j'étais à l'Express, m'appelaient pour me dire qu'ils n'étaient pas contents de mes enquêtes, que je m'étais trompé, que je m'étais planté, alors que je citais en aucun cas Mediapart. Ils n'étaient pas d'accord. Ils veulent un peu s'ériger en, je dirais, en tribunal des vertus journalistiques, c'est ça? Journalistique. Mais qui l'a, le tribunal de la vertu journalistique? Personne et tout le monde. Le journaliste de province qui travaille dans un quotidien, un petit quotidien de province, il a autant de mérite, et il mérite autant de recevoir des hommages et des compliments que M. Plenel ou que moi-même, qui ai travaillé quand même 25 ans à l'Express et qui est sorti, pardonnez-moi de le dire, un certain nombre de scoops qui ont fait quand même, qu'on remué, et j'en fais pas des tartines et des tonnes, tandis que lui, vous vous souvenez, quand l'année dernière, quand il a quitté la présidence de Mediapart, il y a eu des papiers sur les enquêtes d'Edoui Plenel, sur les Irlandais de Vincennes, les enquêtes sur Benalla, sur... voilà. Bon, il y a une espèce d'hypertrophie du moi, si je peux me permettre. On l'a tous. Quand j'ai des scoops la première fois de ma vie, il y a 30 ans, j'étais tout content. Et puis bon, le temps passe, et puis voilà, on dit que c'est mon métier, voilà.
Et est-ce que justement, c'est peut-être seconde question, parce qu'elle est d'ailleurs, elle m'a été suggérée par la lecture de votre livre, bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi de Mediapart, et peut-être citerez-vous des exemples, Gilles Guettner, que a souvent le problème, et là, Mediapart, pas seulement Edwy Plenel, mais enfin les gens qui travaillent avec lui ou qui ont travaillé avec lui, qui sont évidemment sur la même longueur d'onde quelque part. Et est-ce qu'on lui a beaucoup reproché, on lui reproche les 2 poids et 2 mesures, c'est-à-dire l'indignation à géométrie variable ou l'enquête à géométrie variable. Effectivement, on stigmatise, on met le sceau de la famille sur tel ou tel, mais sur tel ou tel qui n'est pas du même camp et qui est peut-être plus proche idéologiquement, on le couvre peut-être sinon d'un voile pudique, du moins d'un silence éloquent. On en parle tout de suite après cette petite pause. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions à Gilles Guettner, vous voulez intervenir, 0826 300 300. Pour qui roule Mediapart, la face cachée d'Edwy Plenel, un livre passionnant de Gilles Guettner qui vient de paraître aux éditions Fayard. Et je crois, Maud, que nous avons un auditeur. Un premier auditeur, c'est Dominique qui appelle de Rochefort. Bonjour Dominique. Oui, bonjour André. Merci encore à vous de nous transmettre toutes ces informations qui apportent beaucoup de lumière sur l'actualité. Merci. Et puis aussi à votre invité. J'ai oublié le nom. Gilles Guettner. Gilles Guettner, d'accord. Voilà, donc je voulais lui poser une question parce que il me semble qu'en suivant ce que dit Mediapart, Edwy Plenel a créé un média qui s'occupe beaucoup plus, je trouve, des personnes, des personnalités, et moins des dossiers. Je veux dire par là que si on regarde sur les 5 dernières années, le dossier Covid est quasiment vide, ou presque, chez Mediapart. Le dossier Ukraine est vraiment effleuré, mais pas beaucoup. Le dossier CO2, réchauffement climatique, c'est un peu pareil. Par contre, il s'en prend assez violemment à des personnages comme Trump, comme Marine Le Pen, avec d'autres personnalités, certaines vous en avez cité. Je veux savoir si c'est un petit peu ce que pense aussi votre invité. Oui, bonne question Dominique. Effectivement, Gilles Guettner, ce que dit Dominique qui a suivi la chose, il dit voilà, ils sont beaucoup moins, c'est intéressant ce dossier, que ce soit Ukraine, environnement et autres, que les personnalités faire des procès des procès médiatiques, des enquêtes médiatiques, Marine Le Pen, Trump et autres. Et ça rejoint la question que je vous ai posée juste avant la pause, c'est voilà les 2 poids 2 mesures. Est-ce que c'est voilà, on parle beaucoup et on met, comme vous disiez, 200 ou 300 articles sur telle ou telle personnalité, et d'autres qui ont aussi fait des choses peut-être plus aiguës ou pas, mais on n'en parle pratiquement pas. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense effectivement que parler du climat ou des choses comme ça, c'est beaucoup moins vendeur que de parler de l'affaire libyenne de Sarkozy ou de Madame Le Pen ou de tel autre homme politique. Mais à ce sujet, je voudrais faire une remarque, c'est que effectivement de temps en temps, Mediapart souvent charge la barque. Je pense à quelques exemples. Je pense à Yves Dussopt, le maire d'Annonay, qui avait été lourdement condamné en première instance pour favoritisme. Il aurait reçu des litos de Gérard Garouste en échange de sa bienveillance pour un marché de l'eau. Eh bien, en appel, il n'a été condamné qu'à 5 000 euros d'amende avec sursis, et Mediapart en a fait des tonnes. Ils ont consacré 7 articles au départ sur lui. Alors, je ne dis pas que c'était une affaire de corne-cul, mais ce n'était pas une affaire à la hauteur des grandes enquêtes. Ouais. De même sur Maria Castera, qui a été vraiment assaisonnée pour ses enfants qui fréquentaient Stanislas. Et bien, moi, à un moment donné, quand je l'ai vu livide répondre à la presse, je me suis posé cette question, et si jamais arrivait l'inéluctable et qu'elle se suicide, elle était décomposée. Est-ce que ça vaut la peine d'aller aussi loin? Moi aussi, je me suis posé ces questions lorsque j'étais à l'Express. Enfin, bon, et puis il y a l'histoire aussi de Rugy, qui est une histoire... De François de Rugy. Avec les homards, vous parlez des homards, c'est ça? Des banquets, oui. Oui, des banquets, je ne sais pas si c'est républicain ou pas. Oui. Enfin, tout le monde venait. C'est la République qui est bonne mère et bonne cuisinière. Bon, c'est classique, ça existe depuis la nuit des temps. Et ce pauvre François de Rugy a été assaisonné, et c'est sans jeu de mots pour les homards. Et il n'a pas été d'ailleurs mis en examen.
Mais il s'est défendu en disant qu'il était allergique au homard. Donc c'est assez cocasse. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu quand même une espèce de chasse à l'homme, c'est peut-être un peu beaucoup, mais un petit acharnement sur lui à telle enseigne que le président de la République, Emmanuel Macron, est intervenu pour le défendre et dire qu'il y en a assez de cette mise à mort en public. Et c'est là où on peut reprocher à Mediapart alors si je dis déraper, on va dire, bon, mais de déraper quand même et d'être assez têtu et tenace dans leurs investigations, voilà. Oui, c'est ça, oui, vous parlez de dérapage, et en fait, alors je reviens à cela, juste la question, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Est-ce que selon l'idéologie ou les partis pris, après tout, chacun a droit légitimement à son parti pris, mais est-ce qu'il y a, et pas seulement chez Mediapart, mais puisque nous parlons ici de Mediapart, et moi, je suis choqué, et encore une fois, ce n'est pas du tout l'apanage de Mediapart, il y a des journaux, des radios et télévisions qui ont des partis pris, très bien, mais je suis assez choqué quand on dénonce quelqu'un et qu'on sait que dans son camp ou dans ses amis ou dans ses fréquentations ou à des gens qui sont proches, il y a les mêmes problèmes, mais on n'en parle pas. Oui, alors effectivement, mais Louis Plenel rétorquera que c'est lui qui a sorti l'histoire Cahuzac. En fait, Mediapart a sorti l'histoire Cahuzac, qui révélait quand même qu'à Bercy, il y avait un pompier pyromane. Il y avait celui chargé de lutte contre la fraude fiscale était lui-même un fraudeur fiscal à hauteur de 600 000. Alors on peut dire que c'est une façon de se dédouaner, de montrer qu'on est objectif et qu'on tape sur tout le spectre du pouvoir politique en place. Et moi je crois qu'il y a quand même chez Louis Plenel un vieux fond trotskiste, et qui consiste à taper contre le pouvoir, à dézinguer le pouvoir. Je ne vais pas dire demain que le grand soir arrive. Enfin, il y a des prises de position qui sont quand même assez nettes. Alors, on pourrait parler aussi du conflit israélo-arabe. Parlons-en. Où, quand même, le 7 octobre 2023, Mediapart, où le lendemain, écrit un papier en disant « Affrontement entre le Hamas et Israël ». 300 morts du côté d'Israël, 200 morts du côté du Hamas. Mais je suis désolé, il n'y a pas eu d'affrontement le 7 octobre 2023. Il y a simplement eu un massacre de 1200 personnes israéliennes par le Hamas, mouvement terroriste. Mouvement que Mediapart ne considère pas comme un mouvement terroriste, mais comme un mouvement de libération, un commando militaire, mais jamais il n'emploie le mot terroriste. Cela dit, et je l'écris, cela ne veut pas dire que Gaza n'existe pas. Cela ne veut pas dire que les gosses ont été massacrés. Mais c'est la guerre. Parce qu'ils étaient palestiniens, leur seul tort, mais quand même, l'histoire du 7 octobre, enfin l'histoire, le drame du 7 octobre, et je ne vous ai pas tout dit parce que j'ai vu une chose que j'ai citée dans mon livre, que je n'ai vu sur une chaîne de télévision, où on voit une douzaine d'hommes à moitié nus, menottés par derrière, qui vont être abattus, qui courent et qui vont être jetés dans une fosse commune après avoir été abattus. Et bien, je vous le dis, eh bien, c'était Auschwitz. Pour moi, c'était épouvantable. Pour d'autres, pas peut-être, mais c'était épouvantable. Et je vous signale que Louis Plenel a fait sienne des déclarations disant que l'État d'Israël était un État génocidaire. Bon, c'est son droit, mais c'est pas le mien. C'est son droit. Après, effectivement, à chacun de discuter et de dire ce qu'il en pense vraiment, tout à fait. Juste un mot, je crois que nous avons, avant la pause, nous allons prendre Simon. Simon qui appelle de Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour André. Bonjour à votre invité. Bon, moi j'aurais juste un petit jeu de mots à faire. J'appellerais ça médias partisans, parce que c'est des gens qui effectivement prennent fait et cause et essaient de cacher ce qu'ils ont comme information quand c'est des sensibilités qui leur plaisent. Et par contre, quand c'est pour eux soi-disant un opposant, là ils s'acharnent dessus de telle manière à obtenir un maximum de choses pour déstabiliser et quitte à aller plus loin. Hein. Donc ça veut bien dire que l'idéologie est quasiment systématique dans tout leur positionnement et toutes leurs enquêtes.
Oui, et Simon, écoutez, il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous, d'autres qui disent non, au contraire, il faut mettre, vous savez, c'était, je dirais, notre maître à tous, Albert Londres, qui disait, il importe de mettre la plume dans la plaie, mais justement, comment et à quel prix et quelle plume? On en parle tout de suite, après cette petite pause avec Gilles Guettner. À tout de suite avec nous. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Et nous sommes plus que jamais avec Gilles Guettner, pour qui roule Mediapart, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Et effectivement, Gilles Guettner, et le problème, alors je voudrais non pas sortir de Mediapart, mais au contraire, c'est intéressant, vous aussi, vous avez connu comme moi, et on connaît le journalisme dit, je ne dirais pas mainstream, j'aime pas beaucoup ce mot, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui est sorti depuis, maintenant 2 décennies pratiquement, cette presse alternative, en tout cas qu'elle soit importante ou pas, toutes ces plateformes qui sont là, dans lesquelles il y a quelque part de l'enquête, il y a aussi évidemment beaucoup de commentaires éditoriaux, parce que l'enquête coûte cher et que c'est plus compliqué, bien sûr, et vous êtes bien placé pour le savoir. Mais est-ce que effectivement ce paysage journalistique d'aujourd'hui, Mediapart, dont Mediapart fait évidemment partie, par rapport au paysage que nous connaissions, dans les années 80, 90, etc. Qu'est-ce qui a changé, et pour vous, pour le mieux ou pour peut-être le moins bien? Écoutez, j'aurais tendance à opter pour la deuxième solution, c'est plutôt pour le moins bien. On est maintenant entré dans l'ère de l'immédiateté depuis une dizaine d'années. Écoute, il faut sortir son scoop, il faut donner telle information, qu'elle soit fausse ou vraie, on s'en fout. Il y a quand même l'exigence d'honnêteté intellectuelle a beaucoup disparu. Alors on dira peut-être que je suis un peu vieux, mais ça me paraît quand même assez net. Alors je voudrais revenir sur ce que disait très, très justement votre interlocuteur sur le problème de la transparence. Il y a une chose qui est assez cocasse, c'est que Edoui Plenel prône la transparence, et quand on lui pose une question sur l'argent, il est subitement muet. Je pense à l'interview d'un journaliste du Point il y a quelques mois, qui lui demande où en est votre participation de 2,6 millions que vous avez touché en vendant les parts de Mediapart. Et Edoui Plenel balaye d'un retour de main la question, est-ce que c'est une actualité de poser cette question? Et évidemment, il ne répond pas. Et là, il y a une phase que toute la stratégie de Mediapart, c'est de dénoncer les dérives, les coups tordus, les erreurs, les malversations de tout un pan de l'élite intellectuelle française. Alors bon, je trouve que là, il y a une contradiction. Il n'y a pas de mal. Il a gagné de l'argent, son entreprise a 220 000 abonnés, il a touché pour la vente de Mediapart, la participation de Mediapart, il a touché 2,6 millions, qu'il l'assume. C'est la géométrie variable. Il y a aussi autre chose, Gilles Guettner, il y a alors on lui reproche aussi pratiquement une fraude à l'impôt avec la TVA, refus de payer la TVA. Oui, alors ça a été, là-dessus il a été condamné, mais ce qui est assez cocasse, il faut remettre ça dans un contexte qui en dit long sur l'attitude de Mediapart et du jeu joué parfois par Edoui Plenel. Entre les 2 tours de l'élection de 2017, il reçoit chez Mediapart, le candidat En Marche, Emmanuel Macron. Ce n'est qu'évidemment que Courbette, enfin un banquier de gauche qui rend visite à Mediapart, c'est vraiment une très bonne chose. Un banquier de gauche, c'est bien, etc. Donc les politesses n'en finissent pas. Et l'année suivante, en 2018, avec son confrère Bourdin, il interroge le président de la République au palais de Chaillot. Et là, l'interview se passe beaucoup moins bien. On ne parle pas de monsieur le président, mais on dit monsieur. Et à un moment donné, Plenel pose la question suivante. Est-ce que, monsieur le président, vous vous intéressez quand même
à ce que votre ministre des Comptes publics contrôle le groupe Kering, le groupe de luxe. Et là, Emmanuel Macron se rebiffe et dit « Et vous, monsieur Plenel, vous avez bien payé 1,4 million d'endressement fiscal ?» Et là, Plenel monte sur ses ergots et dit « Ah là là, il est furieux. » Voilà. Et on déteste ce qu'on a abhorré quelque temps auparavant, et ce qui prouve que finalement, lorsqu'on se dit peu proche des pouvoirs, eh ben on l'est à un moment donné, et quand ça ne sert plus, on ne l'est plus. Cette histoire qui a eu lieu sur un an entre Emmanuel Macron et Louis Plenel est à mon avis significative. Oui, en fait, on revient à cela. Le pouvoir, on l'aborde et on joue, quelles que soient les attitudes ou les postures. Il faut quand même être cohérent. Et on ne l'est pas toujours. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez tout à fait raison. Sur l'histoire Macron, maintenant, vous avez vu que les papiers sur Macron, est-ce que c'est la suite de 2018 ? Les papiers sur l'entourage de Macron, c'est au bazooka, hein, les ministres, et Touré est là en ce moment, le secrétaire général de l'Élysée, Colère, qui refuse d'être entendu par une commission d'enquête parlementaire sur... Oui, il y a de quoi quand même un peu s'inquiéter quand même de cela, non, Gilles Guettner? Absolument, mais vous savez, ce sera peut-être l'objet d'un autre livre, c'est une histoire ancienne, ça. Ouais. Tous les secrétaires généraux de l'Élysée ont toujours considéré qu'ils avaient droit à l'immunité parce qu'ils étaient une partie de l'exécutif, donc pas de possibilité de confondre exécutif et législatif. Oui. Mais en droit, ça... Oui, en droit, ça ne marche pas de la même façon. Gilles Guettner, en tout cas, votre livre est vraiment passionnant. Il est à lire. Il est à lire pour tous ceux qui s'intéressent au journalisme et tous ceux qui s'intéressent à l'information, à la transmission de l'information. Et de quelle manière c'est aux éditions Fayard pour Qui roule Mediapart. Écoutez, quand on le lit, c'est au lecteur de répondre. Et c'est là que c'est intéressant. Merci, Gilles Guettner. Et moi aussi, je vous remercie. J'ai été heureux de vous retrouver. Ben moi aussi. Voilà.